vais vous montrer toutes les étapes de montage du blouson solstice. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, on prépare toutes ces pièces, on thermocolle toutes celles qui doivent l'être. Alors, l'idéal, c'est de thermocoller avant de couper sa pièce. Ici, donc moi, j'ai choisi un denim assez épais, fait principalement de laine mélangée à du coton, donc pour avoir quelque chose d'assez chaud. J'ai choisi pour la doublure un coton noir, doublure du col, pardon, un coton noir assez simple. Pour la doublure du corps, j'ai choisi une chute de lainage assez fin, mais qui quand même apportera un peu de chaleur. Et pour la doublure des manches, il faut absolument choisir du polyester pour avoir un blouson qui glisse au moment de l'enfiler et pas avoir son bras qui reste coincé. Voilà, et ici donc, vous pourrez assez facilement distinguer l'endroit de l'envers de mon tissu, puisque l'envers est beaucoup plus clair. Parallèlement, je vais vous montrer les spécificités de montage pour la version avec bord-côte au col, au poignet et à la ceinture, et à chaque fois. Donc ce sera présenté dans ce lainage, qui est un lainage marron, voilà, avec un bord-côte noir. Donc je reviens maintenant à mon tissu principal, et pour terminer les étapes de préparation, donc une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, eh bien je vous invite à thermocoller ici une bande de 10 cm de large au niveau de la patte de boutonnage, donc sur vos deux devants. Donc uniquement pour la version boutonnée, hein, évidemment, pas pour la version zippée. Et dernière chose, ici au niveau de l'encolure de l'épaule et de l'emmanchure, je suis venue thermocoller un droit fil thermocollant. Donc ça je le fais vraiment, j'ai pris l'habitude de le faire dans tous mes projets, puisque ça va éviter une déformation ici dans les courbes, puisque n'importe quel tissu coupé dans une courbe, dans ce qu'on appelle le faux biais, va devenir extensible. Même le plus rigide des tissus sera extensible à ce niveau-là. Donc ça va éviter une déformation à la fois au montage et également sur la durée de vie du vêtement. Pour réaliser des poches paysannes, la première chose à faire, ça va être de reporter les repères de cette poche, à la fois sur l'endroit du tissu et sur l'envers. Alors sur l'envers, ils vont uniquement me servir à bien positionner en fait le rectangle de thermocollant, qui va me servir à solidifier la poche. Et sur l'endroit, ils vont m'être utiles pour réaliser le montage de la poche paysanne. Et donc je fais attention à ne pas trop marquer, avoir un marquage trop visible sur l'endroit, sans quoi ça risquerait de rester encore visible une fois la poche terminée. Ensuite je vais m'occuper du passepoil, qui est là. J'ai commencé par le plier envers contre envers, j'ai marqué le pli au fer, et puis du côté du bord ouvert, j'ai reporté une ligne à 1 cm du bord, en démarrant et en m'arrêtant à 1,5 cm de chaque côté. Donc ça me donne une ligne qui mesure 15 cm. Maintenant ce bord ouvert, je vais le positionner contre le milieu, donc sur l'endroit du devant, contre ma ligne du milieu que j'ai reportée ici, tout en orientant le bord plié, donc ce pli-là, vers le milieu devant. Donc là pour une poche verticale, je l'oriente de cette façon. Donc voilà, mon bord ouvert est là, mon bord replié est ici, donc vers le milieu devant. Pour une poche en biais, je l'orienterai de cette façon. Donc là toujours, mon pli, mon côté plié, plutôt orienté vers le devant, le milieu devant. Donc je reviens à ma poche verticale, je le mets donc bord à bord avec la ligne du milieu que j'ai tracée ici. Je fais correspondre les extrémités et je l'épingle en place. Maintenant, je vais pouvoir piquer par-dessus cette ligne sur mon passepoil, sur la ligne que j'ai tracée là, comme je l'ai fait déjà sur l'autre côté. Donc ici, mon passepoil est assemblé à ce niveau-là. Donc uniquement sur la ligne.
Ensuite, sur l'envers des sacs de poche, je peux tracer une ligne à 1 cm du bord en m'arrêtant et en démarrant à 2 cm, cette fois-ci de chaque côté. Donc là et là. Maintenant, je vais prendre le plus petit sac de poche, donc celui qui est en doublure, et je vais positionner son endroit par-dessus mon passepoil en faisant correspondre la ligne du bord, donc bord à bord, et en faisant correspondre mes repères ici avec la poche que j'avais tracée. Donc là, j'épingle ce premier sac de poche, donc bien bord à bord sur toute la longueur. Et en face, je vais pouvoir positionner l'autre sac de poche, donc le plus grand des deux. Et je le positionne vraiment contre mon passepoil et plus sac de poche. Voilà, je peux vérifier que cette largeur-là mesure bien 2 cm sur tout le long. C'est la largeur de ma poche paysanne, de mon passepoil. Et là, à nouveau, je l'épingle. Et maintenant, je vais pouvoir piquer très précisément sur ces deux lignes. Donc, celle-ci et ensuite celle-là. Mes deux sacs de poche sont maintenant assemblés. Ensuite, j'ai coupé selon la ligne du milieu, donc que j'avais reporté sur mon patronage. Donc j'ai commencé par réaliser une incision au cutter et puis ensuite j'ai coupé avec mes ciseaux. J'ai coupé donc sur toute ma ligne du milieu et à chaque extrémité au niveau du triangle qu'on appelle le capucin. J'ai fait attention à ce que les extrémités du capucin ici aillent bien jusqu'à quasiment 1 mm de la couture de démarrage, donc de façon à couper vraiment au plus proche de ce démarrage de couture, que ce soit en haut ou en bas. Maintenant, je vais pouvoir passer l'ensemble des éléments par cette ouverture. Y compris les extrémités du passepoil. Et y compris mes capucins. Et maintenant, je vais pouvoir m'aider du fer pour positionner la poche correctement. Donc là, je vais bien repasser ici, écarter et bien repasser là. Je vais pouvoir épingler mes deux sacs de poche bien bord à bord sur tout le tour. Ça m'aidera sûrement à mieux positionner ma poche. Et ensuite, tel que je l'ai déjà fait de l'autre côté, je vais pouvoir fermer cette poche en l'épinglant. Donc là, l'idée, c'est de faire arriver le passepoil de ma poche paysanne au plus proche de ma couture d'assemblage ici de mon passepoil, et notamment aux extrémités. Enfin d'ailleurs, non, aux extrémités et sur toute la longueur. C'est ça qui vous donnera un joli rendu de poche et une poche paysanne bien réussie. Donc c'est étape cruciale. Donc je l'épingle soigneusement. Et ensuite, je vais pouvoir soulever le haut et le bas du devant de façon à faire apparaître ici mon capucin, donc cette petite pointe en triangle que je vais pouvoir, donc je mets le sac de poche correctement, donc je plie de façon perpendiculaire en fait par rapport à ma poche. Ici je vais pouvoir tirer un peu sur le capucin pour me permettre de piquer parfaitement à la base du capucin sur toute sa longueur et en prenant toutes les épaisseurs. Donc sur le bas et de la même façon sur le haut. Donc je plie perpendiculairement, je tire le capucin et je pique là sur toutes les épaisseurs à la base du capucin. Donc maintenant mes capucins ont été piqués ici et là. Donc j'ai retiré mes épingles, ça me donne une poche parfaitement propre. Et dernière étape, j'ai fermé mes sacs de poche sur tout le tour en piquant à 1 cm et à petits points.
Ensuite, j'ai épinglé endroit contre endroit mes deux dos au niveau de la ligne du milieu. J'ai piqué à 1 cm et au fer, j'ai ouvert la couture. J'ai fait de même avec les épaules, donc du dos et du devant. Donc voilà ce que ça donne. Mes deux dos sont donc assemblés avec mes deux devant et toutes les coutures piquées à 1 cm ont été ouvertes au fer. Ensuite, je préforme les pattes de boutonnage tout simplement en les précassant sur 5 cm de large. Donc là, je peux utiliser mon couturomètre en carton que vous devez connaître si vous avez l'habitude de mes vidéos. C'est simplement une graduation reportée sur un morceau de carton qui me permet de mesurer la largeur sur laquelle je veux précasser et de passer directement mon fer par-dessus. Donc là, je précasse ce pli-là à 5 cm du bord et des deux côtés. Pour le col chaîne et trame, donc le col qui comporte un pied de colle banane, donc qui est ici, on va assembler col et pied de colle tissu d'un côté et doublure de l'autre. Donc ici, je repère bien que j'ai un double cran, donc 2 crans espacés d'1 centimètre, que je retrouve là. Donc c'est bien cette partie-là qui va s'assembler avec le bas du col et donc je les superpose endroit contre endroit. Je fais correspondre le cran, donc je commence par le cran du milieu dos. Puis je vais sur mon double cran qui est là. Et enfin sur l'extrémité où les petites pointes doivent correspondre. Ici, donc là j'épingle. Ensuite, entre chacune de ces épingles, je vais pouvoir en positionner un peu plus. Puisque s'agissant d'une courbe, forcément ce sont deux courbes opposées. Donc j'ai besoin de mettre un peu plus d'épingles pour que simplement les tissus tiennent mieux bord à bord. Donc j'en rajoute autant que je souhaite pour être bien à l'aise. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'épingle mon pied de colle de part en part. Et ensuite, je vais pouvoir piquer à 1 cm pour l'assembler. Une fois que ce sera fait, je pourrai rabattre la marge de couture vers le pied de colle et la sous-piquer en place, donc comme je l'ai déjà fait sur le col doublure. Donc là, j'ai assemblé. Ensuite, j'ai plaqué ma marge de couture vers le pied de colle et je l'ai sous-piqué, c'est-à-dire que je l'ai plaqué côté pied de colle à l'aide d'une piqûre réalisée à environ 2 mm de la couture d'assemblage. Si vous avez choisi d'ajouter un col amovible sur votre blouson, dès maintenant, je vous invite à coudre un petit bouton sur le col doublure, donc sur l'endroit, à 2,5 cm de chaque côté, ici, au niveau de la pointe du col. Donc un bouton ici et un autre bouton de l'autre côté. Donc ça permettra de venir fixer le col amovible. Maintenant par-dessus, je vais positionner l'endroit du col tissu. Donc je les positionne endroit contre endroit. Je fais correspondre les extrémités et les angles. Alors à savoir que le col tissu, donc le dessus de col, est légèrement plus grand que le dessous de col. Donc à certains endroits, il va falloir un peu étirer le dessous de col de façon à faire correspondre les longueurs. Ça va tout simplement permettre au dessus de col de mieux rouler vers l'envers et donc d'avoir un dessous de col bien invisible. Donc j'épingle soigneusement sur le côté, le bord extérieur qui est là. Donc je retrouve mes crans. Hop. Donc je fais un épinglage minutieux, mon cran milieu dos il est là. Et j'épingle également sur le dernier côté. Maintenant je vais pouvoir piquer sur cette ligne
à 1 cm d'un seul tenant. Donc je pique là à 1 cm, sans m'arrêter, je soulève mon pied de biche, je retourne mon col, je pique ici et je termine là. Alors petite astuce pour avoir des angles bien nets, je peux diminuer la longueur de pointe de part et d'autre du col, ça donnera une pointe de col un peu plus solide. Puis une fois que mon col est assemblé, je vais dégarnir les deux extrémités. Donc ici je vais retirer de la matière dans la marge de couture. Donc je m'approche jusqu'à peut-être 3-4 mm de la couture et je dégarnis en biais. L'idée c'est que lorsque mon col sera retourné, donc là quand je plie en fait sur les coutures, l'idée c'est que les deux marges de couture ne se chevauchent pas pour bien tout simplement éviter les surépaisseurs. Donc là j'ai suffisamment coupé puisqu'on voit ici qu'elle ne se chevauche pas. Donc avant de retourner mon col, je vais plier les marges de couture sur les coutures. Ça va aider à préformer l'angle. Là, je peux même m'aider du fer hein, si besoin, sinon je gratte avec l'ongle pour bien écraser ces marges de couture. Je les tiens et je les pousse pour retourner mon angle. Généralement ça donne un rendu un peu plus joli. Voilà. Et pour terminer de former cet angle, je vais m'aider d'un poinçon, donc une pointe métallique, que je vais glisser à l'intérieur pour m'aider à pousser le tissu dans cet angle et avoir donc une pointe un peu plus jolie, un peu plus pointue. Voilà, donc si une fois retourné, vous estimez que vous n'avez pas suffisamment dégarni, mais remettez-le à nouveau sur l'envers et continuez à dégarnir votre angle. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite, donc je vais plaquer la marge de couture d'assemblage des deux cols vers la doublure. Et je vais la sous-piquer en place autant que possible, parce que là, évidemment, le retour va m'embêter. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas très grave. Donc je vais la sous-piquer autant que possible, donc à 2 mm de la couture d'assemblage, après l'avoir repassée et bien positionnée vers le col doublure, qui est donc le dessous de col. Alors, une fois que ma marge de couture a bien été sous-piquée sur le dessous de col, eh bien, je reforme mon col comme il faut. Ici, je l'ai repassé soigneusement, donc en mettant cette ligne-là bien bord à bord. Donc là, on voit sur l'envers que le dessus de col est plus grand, hein, puisqu'il roule vers l'intérieur, donc ça c'est volontaire, pour éviter justement que le dessous de col ne soit visible. Et maintenant, je vais ouvrir mon col et je vais glacer ici les deux marges de couture qui ont assemblé le pied de col avec le col. Donc je vais prendre uniquement ces marges de couture là et je vais piquer quelques points à la machine sur 7-8 cm pour vraiment les fixer ensemble. Une fois que ce sera fait, je vais parfaitement positionner le bas, ma ligne du bas de mes deux cols bord à bord en faisant bien correspondre les coutures ici du pied de col, donc là et là, et je vais glacer là aussi, donc c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture simplement pour maintenir mes deux épaisseurs bien superposées. Donc une fois que mon dessus et mon dessous de col sont glacés ici bord à bord sur la ligne du bas, eh bien je vais pouvoir épingler mon col sur mon vêtement. Je vais commencer par faire correspondre le cran du milieu qui est là avec la couture d'assemblage de mes deux dos. C'est donc mon cran du milieu dos. Et je positionne une première épingle. Ensuite, je retrouve un autre cran qui correspond à la couture de l'épaule. Donc, deuxième épingle. Donc là, il n'y a pas vraiment de mystère. Enfin, le col mesure la même longueur que l'encolure. Donc, je n'ai pas à l'étirer. Tout doit aller tout seul. Voilà, la seule difficulté, c'est que je suis dans une courbe.
Donc il va être important de bien épingler. À l'extrémité, je déplie la patte de boutonnage que j'avais préformée et je fais aller mon col jusqu'au premier cran que je trouve, hop, qui est là. Et j'épingle. Ensuite, entre ces différents crans, différentes épingles, pardon, je vais pouvoir positionner autant d'épingles que je souhaite. L'idée, c'est d'avoir un col bien épinglé de façon à avoir une couture nette et plus facile. Donc, je continue ce bon épinglage et ensuite, je pourrai piquer à 1 cm pour assembler mon col. Donc, voilà ce que ça donne une fois que mon col est assemblé bord à bord. Donc quand je replie mes devants sur mon dos, eh bien, il se positionne tout de suite assez bien. Ici, je peux marquer au fer la cassure du col qui est au niveau, enfin juste au-dessus du pied de col. Et donc ça me donne déjà une idée du rendu. Donc voilà, mon col est maintenant terminé. Pour un col maille, je plie mon col en deux envers contre envers et je marque le pli du milieu au fer. Ensuite, je vais pouvoir positionner l'endroit du col sur l'endroit de l'encolure en faisant correspondre les crans et j'épingle. Alors je commence par le cran de milieu dos, puis je retrouve le cran de l'épaule, donc j'épingle bord à bord. J'ai ensuite un autre cran sur l'encolure devant. Donc je rajoute une épingle ici. Et enfin pour l'extrémité, je fais aller la pointe, la petite pointe du col au niveau de l'extrémité de mon devant. Donc je les positionne l'une par-dessus l'autre. Je les fais correspondre, ces deux extrémités, et là j'épingle soigneusement. Ensuite, entre toutes ces épingles, je vais pouvoir en rajouter d'autres, autant que je souhaite, toujours en positionnant bien mes différentes épaisseurs parfaitement bord à bord. Et après ça, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Ensuite, une fois que le col a été assemblé, j'ai plaqué la marge de couture vers mon dos et mon devant. Pour réaliser un col amovible, j'ai commencé par couper dans ma bride élastique 5 morceaux de 4 cm de long. Ensuite, je les ai pliés en deux et je les positionne sur l'endroit de mon dessous de col. Donc on les retrouve ici. Donc là, en fait, ce sera des boutonnières. Et je les positionne donc bord à bord, pliés en deux. Et je les pique à tout petit point, de façon à bien les maintenir en place. Alors la première, je la positionne au milieu dos. Les deux suivantes au cran que je retrouve sur ma ligne du bas du dessous de col. Et ensuite aux extrémités, je les positionne à 2 cm de la pointe du bord. Donc je positionne mes 5 brides. Ensuite, je me suis occupée de ma pointe de col amovible. Et j'ai commencé par plier mon carré en deux, envers contre envers, selon la ligne que je retrouve sur le patronage. Ensuite, j'ai réalisé la boutonnière, que l'on voit ici. Donc la boutonnière, elle démarre à 1 cm du bord plié. Et elle mesure, comme d'habitude, le diamètre du bouton plus 2 mm. Donc, je réalise ma boutonnière, je l'ouvre. Et enfin, j'ai positionné donc ma pointe de col amovible toujours sur l'endroit de mon dessous de col, bord à bord, et là je l'ai glacée, c'est-à-dire que j'ai piqué quelques points ici et là dans la marge de couture pour la maintenir bien en place. Maintenant, je vais pouvoir positionner mes deux cols dessus et dessous de col endroit contre endroit. Et je vais les épingler en place. Alors le dessus de col
est beaucoup plus grand ici que le dessous de col, dans la mesure où le tissu utilisé, là, l'imitation mouton, est très épais. Donc j'ai besoin d'avoir un dessus de col beaucoup plus grand. Mais au moment d'épingler, je tire sur le dessous de col de façon à faire correspondre les longueurs. Donc là, je vais épingler sur tout le tour. Je retrouve quelques crans, notamment ici le cran du milieu dos. Donc je vais réaliser un bon épinglage et ensuite je pourrais piquer sur tout le tour, ou presque, puisque je vais laisser une ouverture de 4 à 5 cm positionnée sur la ligne du bas et entre deux brides. Donc par exemple ici, je vais laisser donc 4 ou 5 cm d'ouvert, ce qui me permettra de retourner ensuite le col sur l'endroit. Donc j'ai piqué à 1 cm, j'ai laissé mon ouverture de 5 bons centimètres finalement. Ensuite j'ai dégarni les angles, donc comme pour le col principal, hein, je coupe de façon à ce que l'angle se forme plus facilement, se positionne joliment. La pointe de mon col. Voilà, et maintenant je vais pouvoir retourner mon col en passant par l'ouverture laissée. Donc ici, je retourne tout mon col sur l'endroit. Donc mon col a été retourné sur l'endroit. J'ai bien ressorti ici et là les angles à l'aide de mon poinçon en passant par l'intérieur, donc par l'ouverture que j'ai laissée. J'ai passé ma pointe métallique de façon à bien ressortir chacun des angles. Et ensuite, à la main, j'ai cousu ici, j'ai refermé en fait l'ouverture que j'avais laissée en réalisant un petit point invisible cousu donc à la main. Si votre manche comporte un poignet en chaîne et trame, alors il vous faudra piquer ce pli. Pour une manche avec un poignet en maille, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des crans qui sont là. Donc pour le chaîne et trame, eh bien tout simplement j'ai superposé les deux crans que l'on retrouve là et j'ai piqué, j'ai glacé ce pli en positionnant la ressource. Donc la ressource c'est le surplus de tissu induit par ce pli. Je le positionne vers le plus grand des deux côtés de la manche et là je pique quelques points dans la marge de couture. Ensuite au fer, je peux écraser légèrement ce pli sur quelques centimètres. Maintenant je vais fermer ma manche endroit contre endroit. Donc les deux côtés se correspondent, il n'y a pas de secret. J'épingle au moins aux extrémités pour ensuite piquer à 1 cm et enfin ouvrir la couture au fer tel que je l'ai fait sur l'autre manche. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma manche est fermée. Ensuite, je me suis occupée des poignets chaîne et trame que j'ai assemblés 2 à 2 sur la ligne du bas, donc la ligne la plus petite entre les deux. Donc là, je les ai assemblés endroit contre endroit, tout simplement, et au fer, j'ai plaqué la marge de couture d'un côté et je vais maintenant pouvoir la sous-piquer en place à 2 mm de la couture d'assemblage sur l'un des deux côtés. Donc je l'ai déjà fait sur l'autre poignet. Bon, on voit à peine, mais la sous-piqûre est ici, donc ça permet au poignet de bien rouler et d'éviter d'avoir les deux épaisseurs ici sur la bordure. Maintenant, je vais pouvoir fermer ces poignets, donc toujours endroit contre endroit. Je superpose les deux extrémités, je positionne des épingles et je vais piquer à 1 cm du bord, donc en respectant la forme que j'ai ici. Une fois que j'aurai piqué, je pourrai ouvrir la couture au fer et repositionner mon poignet correctement, donc en mettant les deux épaisseurs envers contre envers.
Donc voilà, j'ai assemblé les côtés, j'ai ouvert la couture au fer. Là, moi, j'ai un tissu un petit peu épais, donc ici, je trouve que j'ai un peu trop d'épaisseur. Donc avant de le retourner, je vais pouvoir dégarnir la marge de couture uniquement pour retirer un petit peu d'épaisseur quand c'est possible. Voilà. Et maintenant, je vais donc positionner mon poignet correctement. Donc je le retourne envers contre envers. Et la marge de couture qui a été sous-piquée vient donc se mettre à l'intérieur. Hein. Ce qui permet donc au poignet du dessus de joliment rouler vers l'intérieur à ce niveau-là. Voilà, je le positionne bord à bord ou presque à ce niveau-là. Je peux éventuellement glacer mes deux épaisseurs bord à bord hein, si besoin, ce n'est pas nécessaire. Pour l'option poignet bord-côte, j'ai commencé par assembler les deux extrémités à ma surjeteuse 4 fils. Et ensuite, je replie mon poignet en deux, envers, contre envers, et je positionne ces extrémités bord à bord. Voilà, ensuite pour le montage du poignet bord-côte, ce sera identique au montage du poignet en chaîne et trame. Et maintenant, je vais pouvoir positionner, passer mon poignet à l'intérieur de la manche que j'ai laissée sur l'envers en faisant correspondre la couture du côté. Enfin la couture, la seule couture. Donc je le rentre comme ceci. Voilà, j'épingle en superposant bien le tout, donc bien bord à bord. Hop, alors là j'ai un petit décalage. Donc une première épingle ici. Et ensuite les longueurs correspondent, donc tout va se positionner facilement. Voilà, et je fais le tour en positionnant autant d'épingles que je le souhaite pour me permettre de l'assembler plus facilement. Et maintenant, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc, je ne retourne pas ma manche. Je positionne mon pied de biche ici, donc à l'intérieur. Et petit à petit, j'avance en tournant ma manche pour terminer d'assembler mon poignet. Mon poignet a donc été assemblé. Maintenant, je vais tout simplement pouvoir retourner ma manche sur l'endroit. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon poignet est assemblé. Ensuite, j'ai fermé les côtés du blouson, tout simplement en les épinglant endroit contre endroit. J'ai piqué à 1 cm et j'ai ouvert la couture au fer. Pour la ceinture chaîne et trame, j'ai tout simplement assemblé les ceintures devant, de part et d'autre, de la ceinture dos, donc qui est la plus grande. J'ai positionné mes morceaux endroit contre endroit, je les ai épinglés, j'ai piqué à 1 cm et j'ai ouvert la couture au fer. Ensuite, j'ai plié ma ceinture en deux, envers contre envers, et j'ai marqué le pli au fer sur toute la longueur. Pour une ceinture en bord-côte, je commence par plier ma ceinture en deux, envers contre envers, et je marque le pli au fer. Alors, je précise juste qu'en principe, je n'ai pas ces coutures-là, ni celle-ci, ni celle-là. En principe, la ceinture en bord-côte est en un seul morceau. Bon, c'est simplement dû au fait que je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait des coutures qui correspondent aux coutures des côtés. Ensuite, j'ai épinglé une épaisseur de la ceinture sur l'endroit du blouson
en faisant correspondre donc le cran du milieu dos avec la couture du milieu dos, les coutures des côtés et sur le devant, la ceinture va jusqu'à 3 cm du pli du milieu de la patte de boutonnage. Ensuite ici j'ai marqué un repère à la craie à 1 cm de chaque côté, idem sur l'autre côté de la ceinture. Et j'ai piqué de part en part de ce repère-là à l'autre en piquant à 1 cm du bord. Maintenant, je vais pouvoir ici cranter, c'est-à-dire couper la patte de boutonnage, donc uniquement le tissu, je ne touche pas à la ceinture. Et ici, je crante en dessous, je vais retirer cette épingle-là, de l'angle jusqu'à ma couture. C'est ce que j'ai déjà fait là. Donc là, on voit, je vais mieux le faire pour mieux m'approcher encore de la couture. Donc je vais jusqu'à quasiment 1 mm de mon point, de ma couture. Ce qui va me permettre de basculer ma patte de boutonnage et de la faire aller bord à bord avec la ceinture. Donc ici, ma patte de boutonnage doit dépasser d'1 cm par rapport au pli du milieu de ma ceinture. Là, j'épingle et je vais piquer sur la ceinture en démarrant sur le cran du milieu jusqu'à la couture précédente. Et je pique toujours à 1 cm. Ensuite au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers le haut, vers le buste. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai retourné. Donc mon angle est plutôt pas mal. Pour une version d'un blouson fermé par un zip, je commence par recouper le décroché ici au bas du devant, comme je l'ai déjà fait là, dans le prolongement. Donc voilà, mes 2 décrochés sont recoupés. Ensuite, qu'il s'agisse d'une ceinture maille ou chaîne et trame, eh bien, je vais épingler ma ceinture, une épaisseur de ma ceinture, endroit contre endroit et bord à bord. Alors pour la version zip, la ceinture va jusqu'au bord, ici. Puis ensuite, elle fait tout le tour. Donc en principe, comme je le disais, ma ceinture en bord côte est réalisée en un seul morceau. Donc le cran du milieu correspond au milieu dos, donc c'est-à-dire à la couture que j'ai ici au dos. Et ensuite les extrémités, comme je le disais, vont jusqu'au bout du devant. Une fois que l'épinglage sera terminé, je pourrai piquer sur cette ligne à 1 cm. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma ceinture est assemblée. Je suis allée bien jusqu'au bord et ensuite j'ai ouvert ma couture au fer. Je vais maintenant pouvoir assembler mes manches sur mon buste. Alors pour cela, je mets mon buste sur l'envers, je garde ma manche sur l'endroit et je la fais passer à l'intérieur du buste pour aller la positionner sur son emmanchure correspondante. Alors attention, il y a bien une manche droite et une manche gauche, et notamment les 2 crans assez rapprochés correspondent au devant. Donc, je les retrouve ici, et je vais positionner les épingles côté manche. Donc je fais correspondre tous les crans qui doivent correspondre. Donc j'ai ici mes doubles crans du devant. J'ai là le cran de la tête de manche qui correspond à la couture de l'épaule. Donc là, c'est une manche sans embut, enfin même avec un embut négatif légèrement. Donc l'embut, ça signifie qu'une courbe, enfin que lorsque 2 courbes s'assemblent, l'une a plus de longueur que l'autre pour donner un bel arrondi. Donc ça va être le cas sur les blouses, les chemises où la tête de manche sera plus longue que l'emmanchure, donc aura de l'embut. Mais sur ce blouson, comme l'épaule est légèrement tombante, la manche a un embut négatif, c'est-à-dire qu'elle est légèrement plus petite que l'emmanchure.
Voilà, et donc l'épingle sur le cran du dos, de l'emmanchure dos, et maintenant pour superposer mes coutures à ce niveau-là. Ensuite, entre chacune de ces épingles, je vais en rajouter d'autres pour bien positionner ma manche bord à bord. Et dans la mesure où l'embut est négatif sur cette manche, eh bien, elle va se positionner toute seule. Je vais avoir aucun souci pour l'épinglage. Donc une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer sur tout le tour à 1 cm. Ma manche a donc été assemblée en piquant ici sur tout le tour. Et ensuite, pour donner un joli rendu à cette manche légèrement tombante, j'ai surpiqué une seule des 2 marges de couture côté buste. Donc j'ai pris cette marge de couture là, celle-ci uniquement, et je l'ai surpiquée à 2-3 mm de la couture d'assemblage et sur tout le tour. Donc ça me donne sur l'endroit une surpiqûre, alors ici qui n'est absolument pas visible du fait de la couleur du fil et du tissu, mais en tout cas la surpiqûre est bien là, de ce côté-là, donc pour plaquer une des 2 marges de couture, hop, et sur tout le tour de l'emmanchure. Pour un blouson avec fermeture zippée, donc que la ceinture soit réalisée en maille comme ici ou en chaîne et trame, ce sera le même principe. Alors, je commence par repérer comment se positionnera mon zip. Ensuite, je sépare ma fermeture éclair en 2. Je mets bien le côté droit d'un côté, le côté gauche de l'autre. Ensuite, je vais retourner, je commence par un côté du zip, peu importe lequel. Je le retourne pour le positionner endroit contre endroit. Et je vais l'épingler donc bord à bord sur mon devant, en démarrant, en positionnant le bas du zip au niveau du pli du milieu de ma ceinture. Voilà, je l'épingle. Ensuite, je vais l'épingler sur toute sa longueur, donc jusqu'en haut, sans étirer le blouson, ni le zip d'ailleurs, je laisse tout aller. Donc bien bord à bord, voilà, je ne dis rien. Et ensuite, je vais pouvoir le piquer à 1 cm du bord en démarrant par le bas du zip. Puis une fois que j'ai un côté du zip qui est assemblé, je vais refermer mon zip jusqu'en haut et je vais aller l'épingler avec l'autre côté. Donc je le réassemble simplement pour être certaine que mes 2 côtés arriveront au même niveau pour éviter les décalages. Donc ici, pareil, je démarre au niveau du pli de la ceinture et je vais pouvoir vérifier que le haut de la ceinture arrive au même endroit sur les 2 côtés du zip. Donc là, je fais bien attention à ce que ça corresponde. Après avoir épinglé, je pourrais bien sûr ouvrir mon zip pour d'une part vérifier que tout tombe correctement, donc que les coutures, notamment celle-ci, tombent bien en face de l'autre et que les 2 extrémités arrivent bien au même niveau. Et ensuite, je pourrais le piquer de la même façon à 1 cm. Donc je réalise cet épinglage, je vérifie et je pique à 1 cm, comme pour l'autre côté avec un pied unilatéral pour éviter d'être gêné par le zip. Sur la partie haute du zip, sur les 3 derniers centimètres environ, jusqu'à l'extrémité de la marge de couture, je vais basculer le zip comme pour le faire ressortir et je vais rejoindre ici la pointe du tissu. Donc je l'épingle en place et là je vais le piquer de cette façon. Je pique toujours à 1 cm par rapport au bord du tissu.
Donc petit à petit, le zip va sortir complètement du tissu, ce qui me permettra ensuite de pouvoir recouper l'excédent de zip. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mon deuxième côté du zip est piqué. Comme pour le premier, j'ai commencé ma couture par le bas, ça permet d'éviter des décalages. Et donc là, on voit bien que c'est parfaitement bien positionné ici. Et sur le haut du zip, comme pour l'autre côté, j'ai terminé en décalant mon zip vers l'extrémité de façon à le faire sortir. Et ensuite, j'ai pu recouper les extrémités du zip qui dépassent. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la doublure. Et j'ai commencé ici par plier mon dos en deux. J'ai superposé l'écran, donc que je retrouve en haut et également en bas. Et parallèlement à la pliure, j'ai piqué sur 5-6 cm à peu près sur le bas, puis sur le haut. Ensuite, au fer, j'ai plaqué la ressource de ce pli d'un même côté. J'ai écrasé mon pli quasiment sur toute la longueur. Et maintenant, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit au niveau de l'encolure et bien la parmenture dos sur le dos doublure. Je commence par faire correspondre le cran du milieu dos qui correspond à mon pli. Ensuite, je fais correspondre les extrémités. Donc ici, j'ai des angles droits. Donc, la correspondance est parfaite. Et entre ces deux épingles, je vais positionner l'ensemble bord à bord pour pouvoir épingler un peu plus finement. Donc je rajoute autant d'épingles que je souhaite, puisque ça va m'aider à bien maintenir le tissu. Là, s'agissant d'une courbe assez marquée, forcément pour le montage, ce sont deux courbes opposées. Donc c'est bien de pas mal épingler. Donc, une fois que l'épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer à 1 cm pour ensuite plaquer la marge de couture vers le dos, vers le bas, vers en fait le dos doublure. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma parmenture dos est piquée sur le dos avec la marge de couture plaquée vers le bas. Maintenant, je vais me mettre endroit vers moi et je vais pouvoir assembler les devants. Alors, à la fois au niveau du côté et au niveau de l'épaule. Donc, je les positionne bord à bord, endroit contre endroit. J'épingle au moins aux extrémités. Et ensuite, je vais piquer à 1 cm et terminer par ouvrir la couture au fer. Donc là, j'ai ma ligne de côté et maintenant ma ligne d'épaule. Ensuite, pour les manches doublure, je vais procéder exactement de la même façon que pour les manches tissu. Donc à savoir, si mon blouson comporte un poignet en chaîne et trame, je commence par piquer le pli en bas de manche, donc tel que je l'ai fait ici. Puis j'ai positionné mes manches endroit contre endroit, j'ai piqué à 1 cm et j'ai ouvert la couture au fer. Alors la seule différence, ça va être que sur l'une des deux manches, je vais laisser ici une ouverture d'une quinzaine de centimètres, ce qui me permettra de retourner le blouson sur l'endroit une fois doublure et tissu assemblés. Ensuite, pour le montage des manches sur le corps, eh bien, pas de différence avec la version tissu, c'est le même procédé. Donc, corps sur l'envers, manche sur l'endroit, je la glisse à l'intérieur, je la fais correspondre donc à son emmanchure, j'épingle côté manche et je piquerai à 1 cm. Donc là, idem pour épingler, je retrouve la couture et mes différents crans, donc tout doit se correspondre.
Voilà, donc je termine l'épinglage et je pourrais piquer donc 1 cm sur tout le tour, mais cette fois-ci, la différence avec la version tissu, c'est que je n'ai pas besoin là de surpiquer ma marge de couture. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que ma manche est assemblée sur mon corps en doublure. Ensuite, je vais pouvoir assembler tissu et doublure, avant toute chose sur ma ligne du milieu devant, donc qui correspond à l'emplacement de ma patte de boutonnage. Donc pour cela, je les positionne endroit contre endroit et je viens faire correspondre cette ligne, donc bord à bord. J'épingle en commençant par le haut. Puis ensuite, je retrouve un premier cran et un deuxième. Donc une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir piquer ici à 1 cm en m'arrêtant environ à 10 cm de la doublure. Et ensuite, une fois que ma doublure est assemblée à mon blouson tissu au niveau des pattes de boutonnage, je vais l'assembler au niveau de l'encolure. Donc pour cela, je rentre le col entre les deux épaisseurs et je fais correspondre les deux encolures. Donc je commence par le cran du milieu dos. Ensuite, aux extrémités, je replie la patte de boutonnage sur son pli du milieu. J'épingle bord à bord, toujours. Et je continue sur toute la longueur. Donc là, il n'y a pas de surprise. Les deux lignes ont la même longueur. Et je retrouve d'ailleurs quelques crans. Alors attention, juste petite précision, les crans, par exemple celui-ci, le cran ne va pas correspondre à la fin de mon pied de colle. Il va correspondre à l'arrivée du pied de colle au niveau de la couture. Donc je continue un bon épinglage. Ici, je plaque la marge de couture vers la doublure et toujours parfaitement bord à bord. Donc là, je vais continuer cet épinglage soigneux sur tout le tour de mon encolure et je vais maintenant pouvoir piquer à 1 cm de part en part. Donc mon encolure est maintenant piquée. Je ne vais pas retourner sur l'endroit pour le moment. Je vais m'intéresser au bas du blouson et je vais assembler, commencer par épingler le bas de ma doublure avec ma ceinture. Donc toujours endroit contre endroit, je commence par faire correspondre le cran du milieu, donc qui correspond avec le pli que j'ai en bas du milieu dos. Puis je fais correspondre les coutures des côtés. Et enfin les extrémités, puisqu'ici je suis sur les mêmes longueurs. Et ensuite, tout simplement, je vais piquer à 1 cm sur cette ligne en gardant tissu et doublure bien bord à bord. Et ensuite, une fois que ma ligne du bas est assemblée, je plie ma patte de boutonnage en deux, endroit contre endroit. J'épingle. Et là, je vais piquer en bas sur 4 cm de long. Donc, je laisserai la marge de couture libre. Donc voilà, j'ai piqué sur 4 cm, j'ai donc la marge de couture qui est libre. Maintenant, je vais prolonger le cran du milieu de la ceinture, donc ce que j'ai déjà fait là. J'ai coupé mon cran de façon à ce qu'il fasse 1 cm de long, donc pour aller jusqu'à la couture.
ce qui va me permettre de basculer la ceinture le long de la patte de boutonnage. Là, je la positionne, donc je positionne ceinture et patte de boutonnage endroit contre endroit. J'épingle. Ensuite, je laisse aller la doublure entre le devant et la ceinture. Donc là, jusqu'au bout, enfin jusqu'au maximum où elle peut aller, pour ensuite par-dessus replier le reste de la ceinture. Et sur cette ligne, ici, de la fin de la couture de ma doublure avec ma patte de boutonnage jusqu'au bas de la ceinture, je pique à 1 cm. Le montage de la doublure sur une version zippée sera sensiblement le même que sur la version boutonnée, à la différence près qu'au lieu de patte de boutonnage, il faut entendre zip. Donc c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Ma doublure a donc été montée directement sur le zip qui se trouve maintenant entre le tissu et la doublure. Alors j'attire votre attention simplement sur la partie haute, ici, là où le zip fait un décroché pour sortir du vêtement. Je vous conseille de manipuler l'aiguille de la machine à coudre à la main, c'est-à-dire de la faire descendre manuellement à l'aide du volant. Ça vous évitera d'avoir une aiguille qui casse sur les griffes du zip. Voilà ce qui vient de m'arriver. Pour la version zippée, la deuxième petite différence par rapport à la version boutonnée, c'est qu'ici, au niveau de la ceinture, j'ai simplement à la replier envers contre envers sur son pli du milieu. Je fais correspondre la couture d'ici avec la couture de l'autre extrémité de la ceinture. Et de la même façon que pour la version boutonnée, je laisse aller la doublure vers le bas de la ceinture, enfin vers le bas du blouson. Donc là j'épingle et de la même façon je pique à 1 cm. Et une fois que le bas de ma patte de boutonnage est terminé, donc voilà ce que ça donne une fois que tout est assemblé, je vais glacer les 2 marges de couture de la ceinture. Donc ici j'ai ma ceinture qui est en double, je vais glacer ces 2 marges de couture là, donc je vais les positionner bord à bord, tout simplement. Je positionne quelques épingles, donc là je fais correspondre les repères que je retrouve, donc ici les 2 coutures de côté. Là l'écran du milieu dos. Et là-bas à nouveau les 2 coutures de côté. Et sur toute la longueur, ou autant que possible, puisque là au niveau du devant, forcément ça ne va pas être possible de les glacer. Donc, glacer, c'est-à-dire piquer dans la marge de couture, hein, simplement pour les maintenir bien positionnés. Donc là, c'est pas du tout gênant, hein. Je commence à partir de là où je peux et jusqu'à l'autre côté, je viens piquer donc, dans la marge de couture pour glacer les 2 parties de la ceinture. Ensuite, je vais pouvoir assembler les extrémités des manches, tissu et doublure. Alors pour cela, je les ai ressorties toutes les 2. Je les ai positionnées bien droites. J'ai fait attention à ce qu'elles ne vrillent pas. Sur la manche tissu, je rentre le poignet à l'intérieur. Et je les mets bien à plat toutes les 2, donc en repérant ma couture du dessous, de façon à ce qu'elles puissent être situées au même endroit, face à face. Donc là, je retourne le bas de ma manche doublure et je vais l'insérer à l'intérieur de ma manche tissu, donc en ayant toujours la couture du côté apparente puisqu'elles doivent se correspondre. Donc je la glisse à l'intérieur, ce qui me permet de me retrouver endroit contre endroit. Et là, je vais faire correspondre les longueurs. Donc je commence par faire correspondre la couture du dessous de manche
Et sur tout le tour, alors je peux positionner plusieurs épingles pour m'aider, encore une fois, à maintenir ces épaisseurs bien bord à bord. Mais en tout cas, les longueurs correspondent. Donc ensuite, je vais piquer à 1 cm sur tout le tour. Ce qui me donnera en fait 2 manches, l'une dans le prolongement de l'autre, comme je l'ai déjà fait de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Manche tissu et manche doublure se retrouvent dans le prolongement pour pouvoir se retrouver l'une à l'intérieur de l'autre une fois qu'on aura retourné le vêtement. Et maintenant, une fois que mes 2 manches sont cousues, je vais pouvoir retourner l'ensemble du blouson par l'ouverture que j'avais laissée dans l'une des 2 manches doublure. Donc là, je passe ma main à l'intérieur de l'ouverture, j'attrape un morceau du blouson, une partie du blouson, peu importe laquelle, et je ressors donc par l'ouverture. Alors j'y vais assez doucement pour ne pas déchirer ma manche doublure. Et c'est là que la magie opère. C'est une étape vraiment dingue, je trouve, où tout à coup le vêtement prend forme. Donc il faut y aller assez doucement, partie par partie. On a l'impression d'avoir une boule informe. Et voilà donc le blouson qui prend forme. Je ressors les manches également. Et une fois que mon blouson a été retourné sur l'endroit, je le repasse soigneusement. Donc je repasse bien au niveau des pattes de boutonnage, sur le bas du blouson, et ensuite je vais m'intéresser aux angles, donc comme par exemple ici sur le haut de la patte de boutonnage, ou bien même ceux du bas de la patte de boutonnage. Et pour cela, je vais pouvoir passer par l'intérieur, donc par l'ouverture que j'ai laissée dans la manche, que je retrouve ici, pour aller donc sur chacun des angles et pour pousser la matière vers le haut. Donc faire ressortir mon angle, donc je pousse au niveau de la marge de couture. Je peux également m'aider d'un poinçon. Donc là je passe mon poinçon à l'intérieur et je viens pousser la marge de couture donc pour m'aider à former un bel angle. Voilà, donc je vais faire ça sur les 4 angles qui auront besoin d'être joliment ressortis. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Au niveau du bas de la doublure, ici j'ai un pli d'aisance voilà, que je peux marquer au fer. Donc je le mets bien à plat sur le haut du vêtement, je laisse aller la doublure vers le bas et j'écrase le pli d'aisance à l'aide de mon fer. Et maintenant, dernière chose pour terminer, je vais aller glacer tissu et doublure ici, au niveau de la tête de manche. Donc je vais passer par l'intérieur, donc toujours par l'ouverture que j'ai laissée dans ma manche. Je vais commencer par aller rejoindre l'autre côté. Et là, par l'intérieur, je vais superposer donc les marges de couture, tissu et doublure que je vais attraper du bout des doigts. Voilà, elles sont là. Hop, et je les ressors. Donc je les tiens bien jusqu'à les ressortir. Là je vais pouvoir vérifier que mes 2 coutures d'épaule qui sont ici sont bien superposées. Donc c'est bon, on est bien positionné. Et là dans la marge de couture je vais piquer quelques points. Donc je vais glacer tissu et doublure pour permettre en fait à la doublure de bien rester en place au moment où je vais mettre et enlever mon vêtement. Si vous avez choisi l'option col amovible, vous allez pouvoir dès à présent coudre les boutons sur le col qui vont permettre de fixer votre col amovible. Alors ces boutons, on les coud juste au-dessus de la couture d'assemblage du blouson avec le col. Et pour pouvoir les positionner correctement, je commence par enfiler le col amovible sur le col principal. Je passe les boutons dans les boutonnières aux extrémités.
Et donc ça va me permettre de coudre les boutons en regard des petites boutonnières qui sont fixées sur le col amovible, en boutonnière, réalisée au moyen d'une petite bride élastique. Donc je commence par coudre mon bouton au milieu dos. Voilà, je le passe dans ma boutonnière. Et puis ensuite, je fais tout le tour. Donc là, j'ai 5 boutons à coudre qui vont permettre donc de bien maintenir en place mon col amovible. Et ensuite, pour terminer le blouson, il ne reste plus que 2 petites choses. La première, il s'agit de refermer l'ouverture que j'avais laissée dans une des 2 manches doublures. Donc je mets ma manche sur l'envers et là, je réalise une couture nervure sur cette ouverture, donc c'est-à-dire à 2-3 mm du bord. Voilà, et enfin, je vais pouvoir poser mes boutons pression ou bien réaliser des boutonnières et coudre les boutons en regard. Donc, vous avez sur le patronage les indications pour les emplacements conseillés pour les boutons que je vous invite à reporter. Et donc, il y en a 6 jusqu'en bas. Et vous pouvez, donc là moi j'ai choisi des boutons pression, mais vous pouvez également réaliser, donc poser des boutons sur la gauche et les boutonnières sur la droite en les réalisant plutôt à l'horizontale, c'est plus joli sur un blouson et donc adapté à la taille de votre bouton. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le blouson zippé est terminé. Donc ici, les 2 cols tombent bien en face, de même pour la ceinture. Et à l'intérieur, la finition doublée donne une finition parfaitement nickel. Au niveau du zip, vous avez la possibilité de surpiquer sur toute la longueur en prenant toutes les épaisseurs de façon à éviter à la doublure de rouler en fait vers le devant. Donc c'est pas nécessaire, ça fera donc une surpiqûre visible. Moi j'ai décidé de ne pas la faire, mais c'est tout à fait possible donc voilà, de surpiquer à quelques millimètres du bord en partant du haut du col et en allant soit en s'arrêtant sur le tissu, soit en allant même jusqu'en bas du bord-côte.